Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui n'étaient pas à la précédente session. Merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité à donner cette conférence plénière sur thrombose et cancer. C'est un sujet, vous verrez, pour lequel il y a eu, au cours des dernières années, essentiellement des progrès thérapeutiques. Alors, la thrombose associée au cancer, en pratique clinique, c'est un problème assez fréquent, puisque sur l'ensemble des événements thromboemboliques veineux, 20% environ sont associés à un cancer. Le petit graphique que vous voyez sur votre gauche, ce sont des données issues d'un registre maintenant qui est international, qui est le registre RIET, qui collige les cas de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire pour les centres volontaires. Il y a beaucoup de centres dans le monde qui participent et qui suit les patients pendant 3 ou 6 mois et ça permet d'obtenir des données observationnelles. Et vous voyez que dans le registre RIET, parmi les facteurs de risque, on retrouve le cancer. 25% des patients qui ont une thrombose, au moment du diagnostic de la thrombose, ont un cancer. Alors c'est une association qui est connue depuis le 19e siècle, qu'on appelle aussi le syndrome de Trousseau, parce qu'elle a été décrite par Armand Trousseau. Et pour la petite histoire, Armand Trousseau est décédé d'un cancer de l'estomac et a fait lui-même le diagnostic de cancer parce qu'il a présenté une phlébite. Et cette association entre thrombose et cancer, elle est réciproque. Je vous ai dit, 20% des événements thromboemboliques veineux sont associés à un cancer. Et à l'inverse, c'est parfois l'occasion de découvrir un cancer et 4 à 20% des patients qui ont un cancer vont développer une maladie thrombolique veineuse, un épisode d'embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde ou de thrombose viscérale. C'est même un petit peu plus quand on s'intéresse aux séries autopsiques. On retrouve jusqu'à 50% d'embolie pulmonaire, et il y a des séries modernes, il y en a une qui a été publiée en 2016 qui retrouve les mêmes chiffres. Alors, on parle de maladies thromboemboliques veineuses dans le cancer. Il y a plusieurs entités. Essentiellement, ce sont des embolies pulmonaires, des thromboses veineuses profondes et des thromboses qui surviennent sur des cathéters veineux centraux qui sont implantés pour la délivrance des chimiothérapies, mais ça peut être également des thromboses viscérales. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au cours du temps, alors que l'incidence de la prévalence de la maladie thromboembolique veineuse dans la population générale, qui est représentée ici en rouge, est constante, et on a une augmentation de la prévalence de la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer. Alors en réalité, il n'y a pas une augmentation, ou très peu, peut-être un petit peu avec le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de vie des patients qui ont un cancer qu'on sait mieux traiter, mais c'est surtout qu'on dépiste de mieux en mieux des thromboses asymptomatiques avec des scanners de contrôle sur lesquels on retrouve des embolies pulmonaires, parfois asymptomatiques ou très peu symptomatiques, mais on sait que ces événements, ils sont associés au même pronostic, aux mêmes complications, et donc il faut les prendre en charge exactement comme des événements symptomatiques. Alors c'est un problème important aussi parce que la thrombose associée au cancer, c'est la deuxième cause de mortalité chez les patients atteints de cancer, essentiellement l'embolie pulmonaire. Il y a 1 patient sur 10 qui présente une embolie pulmonaire qui va décéder dans les 28 jours qui suivent l'embolie pulmonaire. Et ça reste la première cause de mort subite chez les patients atteints de cancer et 10% des causes de décès au cours d'une hospitalisation. Donc un problème clinique important. Et indépendamment de cette mortalité due à l'embolie pulmonaire, on sait que la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer est un facteur de risque indépendant de mortalité. Ce sont ici des données d'une étude de population assez récente qui montre que quel que soit le type de cancer, les patients qui vont présenter un événement thromboembolique veineux ont un risque de décéder plus important que les patients qui ne présentent pas de maladie thromboembolique veineuse. Alors on a l'habitude de classer les facteurs de risque en 4 catégories, les facteurs qui sont liés au patient lui-même. Donc ça, ce sont les facteurs de risque classiques de maladie thromboembolique veineuse. L'âge avancé, le fait d'être un homme, une femme, c'est un facteur de risque de thrombose, le fait d'avoir une thrombophilie héréditaire. Et puis il y a des facteurs qui sont propres au cancer. Le type de cancer, tous les types de cancer ne sont pas associés au même risque. Et les deux cancers les plus associés, c'est le cancer du pancréas et les tumeurs cérébrales.
tumeurs cérébrales, elles sont rares, mais il y a un patient sur 5, voire un patient sur 4, qui va présenter une thrombose veineuse et ça complique la prise en charge de la maladie. Puis il y a des tumeurs qui sont moins thrombogènes, le cancer du sein par exemple, mais c'est le premier cancer de la femme, donc ça représente un nombre d'événements à prendre en charge qui est important. Le stade du cancer, les patients qui ont un cancer métastatique ont un risque plus élevé que les patients qui ont un cancer localisé. Alors, vous voyez, on a une association avec la mortalité, on a une association avec le stade, ce qui vous montre que la thrombose est un marqueur d'évolutivité du cancer. Et puis le type histologique qui est aussi associé au risque de maladie thromboembolique veineuse. Il y a des facteurs qui sont dus au traitement, puisque les traitements anticancéreux sont pour certains d'entre eux thrombogènes. Le fait d'avoir un cathéter veineux central, le fait d'avoir certaines chimiothérapies, cytotoxiques, des inhibiteurs de tyrosine kinase, des anti-VEGF, l'hormonothérapie, tout ça sont des facteurs de risque surajoutés. Et quand on regarde des courbes d'incidence cumulée de maladie thromboembolique veineuse, on s'aperçoit que des patients qui ne sont pas traités ou des patients qui sont traités par chimiothérapie, immunothérapie, on a une réelle différence en termes d'incidence. Et donc, quels que soient les traitements du cancer, ils augmentent encore un petit peu plus le risque de développer une maladie thromboembolique veineuse. Alors, les mécanismes physiopathologiques, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, mais ils sont partiellement connus. Il y a un facteur qui est particulièrement important, c'est que les cellules cancéreuses expriment de façon constitutive une protéine qui s'appelle le facteur tissulaire, c'est la gâchette de la coagulation, c'est l'activateur du facteur 7, et il est normalement pas exprimé de façon constitutive par les cellules, il est exprimé par très peu de cellules de façon constitutive, mais vous voyez, les cellules tumorales, elles l'expriment très très fortement, et elles vont... Alors, pourquoi elles l'expriment très très fortement? Parce que certaines mutations d'oncogènes ou de gènes suppresseurs de tumeurs vont aboutir à une augmentation de l'expression du facteur tissulaire. Ce n'est pas encore très très bien décrit, le risque entre ces mutations et la survenue de maladie thromboembolique veineuse, mais on commence à voir émerger des données. Et vous voyez par exemple, les mutations KRAS sont associées à une augmentation du risque de maladie thromboembolique veineuse au cours des cancers colorectaux, et ça, il y a des études qui l'ont très clairement démontré. Alors, comment ce facteur tissulaire entre en contact avec la circulation? Ces cellules tumorales, elles vont émettre des vésicules, et ces vésicules, il a été démontré il y a quelques années maintenant que dans un modèle murin de cancer, de tumeur orthotopique du pancréas, que ces microvésicules issues des cellules tumorales, on les retrouvait dans la circulation, et elles peuvent s'arrêter sur l'endothélium et elles participent à la formation de thrombus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une étude très très récente montre qu'on peut également retrouver des clusters de cellules tumorales dans les thrombus. C'est une étude autopsique qui a comparé des thrombus de patients sans cancer et des thrombus de patients avec cancer, qui montre que les mécanismes qui concourent à la formation du thrombus sont partiellement similaires, mais la différence, c'est que chez les patients qui ont un cancer, on retrouve parfois à l'intérieur des thrombus des cellules tumorales qui probablement apportent du facteur tissulaire et vont en partie expliquer cette hypercoagulabilité, ce développement des thrombus. Alors, est-ce qu'on peut prédire, à l'aide de la biologie, ce risque de thrombose? Je vais vous montrer quelques données, mais vous verrez que l'applicabilité de ce que je vais vous montrer est très faible, parce qu'on a quelques données de la littérature, mais en pratique, on n'utilise pas du tout la biologie pour prédire le risque de thrombose. Et ce que je vais vous montrer, ce sont des données qui sont essentiellement issues d'une cohorte viennoise qu'on appelle la CAT Study. À Vienne, il y a une équipe qui travaille beaucoup sur les biomarqueurs de prédiction du risque de thrombose. Et ils ont une très grosse cohorte, en fait, ça fait des années qu'au moment du diagnostic du cancer, ils font un prélèvement biologique, ils suivent les patients et ils se sont intéressés à plusieurs marqueurs biologiques. Et ils ont démontré qu'effectivement, il existait des marqueurs prédictifs du risque de thrombose, en particulier des marqueurs d'activation plaquettaire. Donc, vous voyez ici, le marqueur utilisé, c'est la P-sélectine soluble.
Et dans la cohorte de Vienne, dans une cohorte de 687 patients, avec 44 patients qui ont présenté un épisode de maladie thrombolique veineuse, vous voyez très bien que la P-sélectine permet d'identifier 2 groupes différents de patients. Des patients qui sont à très faible risque de thromboser, on a 3,7% de thrombose à 6 mois de suivi, et puis des patients qui ont des taux de sélectine plus élevés, qui, pour 12% d'entre eux, vont présenter une thrombose. C'est une étude qui n'a pas été répliquée, donc ce serait intéressant d'avoir des données dans une autre cohorte pour savoir si c'est répétable. La même équipe a montré qu'avec, en combinant les taux de dédimère et les taux de fragments 1+2 de la prothrombine, là encore, on avait une association entre ces marqueurs et le risque de thrombose. Les patients qui n'ont ni taux de dédimère élevé, ni fragment 1+2 de la prothrombine élevé font très peu de thrombose, et les patients qui ont une élévation des 2 marqueurs, vous voyez, une incidence cumulée de maladie thrombolique veineuse de 15% à 6 mois. De la même façon, le facteur 8, des taux de facteur 8, lorsque les patients sont très inflammatoires, ont des taux de facteur 8 très élevés, permettent d'identifier 2 groupes de patients. Et enfin, beaucoup d'équipes se sont intéressées au dosage de ces microvésicules dont je vous ai parlé qui portent le facteur tissulaire comme marqueur prédictif. Ça semble logique, puisque ça reflète bien la physiopathologie. Et globalement, on a des résultats qui sont assez contradictoires, alors principalement en raison des techniques qui sont utilisées, qui sont très hétérogènes. Mais quand on fait une méta-analyse de toutes les données de la littérature, on retrouve une association entre le taux de microparticules qui portent le facteur tissulaire en circulation et le risque de thrombose. Je passe là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, mais qui est spécifique aux tumeurs cérébrales. C'est un marqueur qui s'appelle la podoplanine. Il a été montré, là encore, toujours dans la même cohorte de Vienne, que les tumeurs qui exprimaient très fortement la podoplanine sur les biopsies, sur des coupes histologiques de biopsie tumorale, étaient des tumeurs qui étaient associées à un risque élevé de thrombose. Et c'est probablement un marqueur très intéressant dans les tumeurs cérébrales, parce qu'il est spécifique des tumeurs cérébrales et que les patients ont tous des biopsies au moment de la chirurgie. Donc on pourrait se dire que chez ces patients qui ont aussi un risque hémorragique élevé, la podoplanine pourrait peut-être être un marqueur intéressant de prédiction du risque de thrombose, parce que vous voyez, c'est très fortement associé à la prédiction du risque, et que peut-être on pourrait faire un marquage de podoplanine en plus de tous les marqueurs qui sont étudiés pour prédire la progression tumorale, pour peut-être essayer de sélectionner les patients les plus à risque et de prescrire une thromboprophylaxie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et enfin, il y a un marqueur qui est intéressant aussi, qui est un marqueur qui est un inhibiteur de la fibrinolyse, qui a été dosé là encore dans la cohorte de Vienne, spécifiquement dans le cancer du pancréas. Et là, vous voyez aussi très clairement, le cancer du pancréas, c'est un cancer très à risque. Le taux de PAI-1 prédit le risque de maladie thromboembolique veineuse. On voit encore là aussi qu'il permet d'identifier 2 populations de patients, une population à risque intermédiaire, 12% de thrombose à 24 mois, et une population très à risque, 25% de thrombose. Donc là aussi, on peut se dire que finalement, le PAI-1 pourrait être un marqueur de prédiction du risque et permettre d'identifier les patients qui sont les plus à risque de thrombose, qui pourraient bénéficier d'une thromboprophylaxie. Je vais vous dire quelques mots du traitement. Vous allez voir que les alternatives thérapeutiques ont progressé au cours des dernières années. C'est une population de patients qui est difficile à traiter, puisque le traitement de la thrombose, c'est un traitement anticoagulant, et que le maniement des anticoagulants est particulièrement difficile parce que ces patients sont aussi à risque d'hémorragie sous traitement en raison de nombreuses comorbidités, en particulier parce qu'ils sont souvent thrombopéniques, ils sont souvent une anémie, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, un risque d'interaction médicamenteuse avec les anticoagulants. Donc le maniement des anticoagulants est particulièrement complexe, et il a été démontré il y a maintenant plus de 20 ans par une équipe italienne que, par comparaison aux patients qui n'ont pas de cancer,
même quand on avait un traitement anticoagulant bien conduit, on avait un risque de récidive multiplié par 3 et un risque d'hémorragie majeure multiplié par 2. Pourtant, il est important de bien traiter ces patients parce que le taux de létalité associé aux récidives est de 15%, donc très important, et le risque le taux de létalité associé aux complications hémorragiques est de pratiquement 10%. Alors jusqu'en 2018, on n'avait pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques. Le traitement de référence, c'était les héparines de bas poids moléculaire données au long cours pour une durée d'au moins 6 mois, voire plus, puisque le facteur de risque principal étant le cancer, on traitait les patients tant que le cancer était actif ou traité. Alors, pourquoi les héparines de bas poids moléculaire ? Parce qu'on avait des études randomisées contrôlées qui nous avaient montré que par rapport à un relais HBPM-AVK, les HBPM permettaient de réduire le risque de récidive de 40% sans augmentation du risque d'hémorragie majeure. Ça ne veut pas dire que les AVK ne sont pas efficaces, mais c'est parce que entre les AVK et les chimiothérapies, il y a tellement d'interactions médicamenteuses que les patients, quand on reprend les données, sont finalement très peu dans la cible thérapeutique. Avec les HBPM, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ou très peu. Donc, on est dans des zones thérapeutiques et les patients sont mieux traités. Depuis 2018, nous disposons des résultats de plusieurs essais randomisés contrôlés qui ont comparé les AOD, les anticoagulants oraux directs, aux héparines de bas poids moléculaire dans cette indication spécifique. Alors, ces études, je passe très rapidement. Les principales études, ce sont Okusai, VTU Cancer, Selecdi et Caravaggio, qui sont 3 grandes études de large effectif qui ont comparé une HBPM, qui s'appelle la daltéparine. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est le traitement de référence, parce que dans la première grande étude randomisée contrôlée qui avait comparé AVK aux HBPM, c'était la daltéparine qui était utilisée. Et chacune de ces études a comparé un anticoagulant oral direct différent, les doxaban, qu'on ne possède pas ni chez vous ni en France, mais qui est présent aux États-Unis, le rivaroxaban et l'apixaban. Les patients qui ont été inclus dans ces études, ce sont des patients qui sont en partie représentatifs des patients de la vraie vie, un âge moyen de 65%, 60% à peu près de patients qui avaient un cancer métastatique et 75% de patients traités par chimiothérapie. Mais vous allez le voir, il y a des critères d'exclusion dans ces études, et notamment les thrombopénies, l'insuffisance rénale. Donc il y a un certain nombre de patients qui ne sont pas représentés dans ces études. Que montrent ces études ? Que les AOD sont non inférieurs aux HBPM dans cette indication. C'est-à-dire que la plupart des études étaient des études de non-infériorité. Ce qu'on cherchait à démontrer, ce n'était pas qu'ils avaient une meilleure efficacité, mais qu'ils avaient une efficacité au moins similaire à celle des héparines de bas poids moléculaire. Donc, efficacité au moins similaire, voire un petit peu mieux, mais plus d'hémorragie majeure ou cliniquement pertinente. Et ça, c'était une surprise parce que ce n'est pas ce qu'on avait eu dans la population générale. Et si on poule les résultats de ces études, eh bien, on s'aperçoit que dans une méta-analyse, on a plutôt moins de récidives, mais on a une augmentation des hémorragies non majeures, mais cliniquement pertinentes, c'est-à-dire celles qui nécessitent une prise en charge thérapeutique, une intervention médicale. Quelles sont ces hémorragies ? Quand on sépare les patients qui ont un cancer digestif ou un cancer génito-urinaire des autres patients inclus dans ces études, on s'aperçoit que ces hémorragies, elles concernent essentiellement ces patients-là qui ont des tumeurs gastro-intestinales ou génito-urinaires. Chez les autres patients, on n'a pas de différence en termes d'hémorragie entre les AOD et les héparines de bas poids moléculaire. Vous voyez ici, ce sont les résultats de l'étude Caravaggio, qui a été la dernière à être publiée, qui est probablement un petit peu biaisée parce que quand vous interrogez les gens qui ont inclus des patients dans ces études, ils vous disent clairement qu'ils avaient connaissance des résultats des 2 premières études publiées et du risque d'hémorragie majeure ou non ou cliniquement pertinente chez les patients qui avaient des cancers digestifs ou génito-urinaires à risque.
Mais dans cette étude-là, vous voyez, on a moins de différences, enfin on a peu de différences, mais quand même on a une petite tendance à avoir plus d'hémorragie génito-urinaire, enfin chez les patients qui ont un cancer génito-urinaire avec l'apixaban. Alors il y a plein de recommandations qui ont été publiées suite à ces études par des sociétés nationales ou internationales. Ces recommandations, elles sont concordantes. Elles nous disent clairement que les héparines de bas poids moléculaire restent un traitement de référence à utiliser en première intention. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, on peut utiliser les anticoagulants oraux directs en première intention, à condition de respecter les contre-indications des AOD, et surtout chez les patients qui ont été exclus de ces études, on n'a pas de données, donc on préfère ne pas donner d'AOD. Et ce sont en particulier les patients, vous l'avez compris, qui ont un cancer gastro-intestinal ou génito-urinaire, ou les patients qui ont une thrombopénie ou une insuffisance rénale, parce que c'était des critères d'exclusion dans ces études. Donc maintenant, on peut un petit peu mieux personnaliser le traitement. Je ne vous l'ai pas dit, mais la grosse limite des héparines de bas poids moléculaire, c'est que généralement, au bout de 3 ou 4 mois de traitement, où les patients ont des injections quotidiennes sous-cutanées d'héparines de bas poids moléculaire, eh ils en ont un petit peu assez de leur traitement. Et donc, souvent, ils arrêtent leur traitement. Et c'est une cause de récidive de maladie thrombolique veineuse. Maintenant, on peut un petit peu mieux personnaliser le traitement, et il y a des algorithmes décisionnels qui sont proposés. Ici, c'est celui qui est proposé par la Société européenne de cardiologie, qui nous dit qu'il faut bien évaluer le risque hémorragique du patient, tous les facteurs de risque dont je vous ai parlé, et qu'en fonction du risque hémorragique du patient, on va plutôt choisir une HBPM ou un AOD. Alors, si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration d'un des textes de recommandation, et on a développé une application pour smartphone que vous pouvez télécharger, c'est complètement gratuit, et ça reprend, en fait, c'est assez facile à utiliser. On vous pose quelques questions sur le profil du patient. Est-ce que c'est un cancer digestif? Est-ce qu'il y a une thrombopénie? Est-ce qu'il y a une contre-indication aux anticoagulants? Ça se présente comme ça, et à la fin, l'application vous donne finalement le traitement qui semble le plus pertinent pour le patient que vous avez à prendre en charge. Donc, pour finir, quelques mots de conclusion. Vous avez compris que le cancer, c'est vraiment un facteur qui prédispose à la thrombose. Il y a vraiment un phénotype procoagulant qui est à l'origine de ce risque thrombotique. Le risque, il est multiplié par 10 chez les patients qui ont un cancer par rapport à des patients qui n'ont pas de cancer. Maintenant, on a un petit peu plus de choix sur le traitement anticoagulant à utiliser. Ce choix, il va dépendre vraiment du profil du patient. Il faut traiter les patients tant que le cancer est actif ou qu'il est traité. Donc ça peut être très long. Par exemple, une patiente qui a un cancer du sein, qui présente une thrombose, qui va avoir une hormonothérapie, vous comprenez que ça peut durer des années, ce traitement. Et je vous ai dit, il faut évaluer le risque hémorragique du patient, mais il faut bien penser que ce risque, il varie. Je vais vous donner un exemple très simple. Les thrombopénies, elles sont extrêmement fluctuantes, elles surviennent souvent au décours des cures de chimiothérapie. Donc parfois, il faut adapter le traitement anticoagulant. Un patient qui était sous AOD, on va le passer sous HBPM parce qu'il est thrombopénique. Et puis, sa numération plaquettaire va remonter. Là, on pourra le remettre sous AOD. Et donc, c'est vraiment un traitement qu'il faut réévaluer au cours du temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serais ravie de répondre à des questions si vous en avez.